Je me tiens devant la chambre 409, les papiers du divorce dans mes mains tremblantes. Et je n'arrive pas à croire comment j'en suis arrivé là. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais dans ce couloir d'hôtel, me préparant à détruire mon mariage, j'aurais ri. J'étais James Mitchell, le mari dévoué qui apportait encore le café au lit à Emily après 15 ans de mariage. Mais c'était avant que je ne connaisse la vérité. Emily et moi nous sommes rencontrés à 17 ans en cours d'histoire. Elle était brillante, ambitieuse, déterminée d'une manière qui me serrait la poitrine de fierté. J'étais le pilier stable qui l'aidait à surmonter ses crises de panique avant ses présentations, et je célébrais chaque victoire comme si c'était la mienne. Nous avons lutté ensemble pendant notre vingtaine. Dîner de ramen pendant qu'elle terminait son MBA, mon travail dans la construction, payant les factures pendant qu'elle faisait des stages non rémunérés. Chaque sacrifice en valait la peine parce que nous construisions quelque chose ensemble. Quand elle a décroché son premier vrai poste chez Morrison & Associates, nous avons célébré avec un champagne que nous ne pouvions pas nous permettre. On l'a fait, bébé, a-t-elle murmuré cette nuit-là. On l'a vraiment fait. Je l'ai cru. Que Dieu me pardonne. J'ai cru chaque mot. Les 10 années suivantes furent dorées. Emily a grimpé les échelons de l'entreprise pendant que je développais mon entreprise de construction. Nous avons acheté la maison à Westfield avec les baies vitrées dont elle rêvait. Nous parlions d'enfants, de vacances, de vieillir ensemble sur le porche que nous avions rénové nous-mêmes. Tout a changé il y a 2 ans quand Emily a été promue directrice principale des comptes. J'étais si fier que je l'ai emmenée dans ce restaurant de steak cher du centre-ville. À ma brillante épouse, ai-je dit en levant mon verre. Elle a souri. Mais quelque chose était différent dans ses yeux, distant, comme si elle était déjà ailleurs. Les changements sont survenus progressivement. Des heures de travail plus longues, des événements de team building le week-end, des voyages d'affaires qui se multipliaient chaque mois. Emily avait toujours été axée sur sa carrière, alors j'ai tout rationalisé. Elle s'établissait, prouvait sa valeur. Le stress expliquait pourquoi elle semblait fatiguée, distraite. Cela expliquait pourquoi elle avait cessé de me chercher dans le lit. Je suis juste épuisée, James, disait-elle en se détournant. Cette promotion me tue. Alors, je suis devenu le mari compréhensif. J'ai pris plus de responsabilités ménagères, je lui ai donné de l'espace, je ne me suis jamais plaint quand elle manquait le dîner ou rentrait trop fatiguée pour parler. Quand elle a changé le mot de passe de son téléphone, j'ai pensé que c'était pour la sécurité du travail. Quand elle a acheté de la nouvelle lingerie, mais ne l'a jamais portée pour moi, j'ai supposé qu'elle voulait se sentir en confiance au bureau. Je vivais dans une illusion et Emily me laissait faire. Les voyages d'affaires sont devenus plus fréquents. Conférence marketing à Chicago, réunion de clients à Atlanta, une retraite de leadership à Miami qui a duré 4 jours. Chaque fois, Emily emballait cette robe de soie noire, celle qui la faisait ressembler à une star de cinéma, et m'embrassait pour me dire au revoir avec des lèvres qui avaient le goût du mensonge. « Tu vas me manquer », murmurait-elle, et je la croyais parce que l'alternative était impensable. Mais même le plus dévoué des imbéciles a son point de rupture. Le mien est arrivé un mardi matin de mars. Emily faisait sa valise pour une autre retraite de leadership. Celle-ci, soi-disant à San Diego. Elle a plié cette robe noire avec une attention particulière. Délibérée, secrète, comme si elle se préparait pour quelque chose d'important. Combien de temps cette fois, ai-je demandé. Juste 3 jours. Comme d'habitude. Mais ce n'était pas comme d'habitude. Quelque chose de primitif dans mon cerveau, un instinct que j'avais réprimé, a finalement pris le dessus sur mon esprit rationnel. Je l'ai regardé fermer cette valise et j'ai senti une certitude s'installer dans ma poitrine comme de l'eau glacée. Ma femme avait une liaison. J'ai attendu que sa voiture disparaisse, puis j'ai appelé Peterson Investigation. Frank Peterson a répondu à la 2e sonnerie. James Mitchell, ai-je dit. J'ai besoin de votre aide. Les mots étaient comme de l'acide, mais je les ai forcés à sortir. Je lui ai donné les détails d'Emily, son emploi du temps, tout sur son comportement récent. Frank a écouté sans jugement, expliquant ses tarifs et ses méthodes. 3 000 $ d'avance, a-t-il dit. J'ai transféré l'argent cet après-midi-là en utilisant notre fonds d'urgence, le compte dont Emily ignorait l'existence. L'ironie ne m'a pas échappé. J'utilisais notre pécule pour enquêter si notre nid était bâti sur des mensonges. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner pour une personne et je me suis assis à regarder la chaise vide d'Emily.
Pour la première fois en 15 ans, je me suis permis d'imaginer la vie sans elle. La pensée aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, j'ai ressenti un soulagement. La semaine suivante fut une torture psychologique. Chaque heure s'étirait comme une éternité alors que je menais une vie normale, mon esprit courant à travers les possibilités. Je travaillais sur des chantiers de construction pendant la journée, la routine familière gardant mes mains occupées pendant que mes pensées s'emballaient. Mais la nuit, seul dans notre lit, je fixais le plafond, imaginant le pire. Frank Peterson a appelé le jeudi après-midi suivant alors que j'installais des armoires pour Mike. James, nous devons nous rencontrer. Sa voix était soigneusement neutre. Ce soir, au Murphy's Pub, 19h. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai tout trouvé, a-t-il répondu. Mes mains tremblaient en rangeant mes outils. Le trajet de retour fut un flou de feux de circulation et de parasites radio, mon esprit incapable de se concentrer sur autre chose que le ton de Frank. Professionnel, final, comme un médecin annonçant un diagnostic terminal. Frank attendait dans une banquette au fond, une enveloppe Kraft épaisse de preuves posée entre nous comme un pistolet chargé. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, usé par des années à annoncer de mauvaises nouvelles. Vous êtes sûr de vouloir voir ça, a-t-il demandé. Montrez-moi, ai-je répondu. La première photographie m'a frappé comme un coup physique. Émilie entrant au Marriott du centre-ville, pas à San Diego comme elle l'avait prétendu, mais à 15 minutes de notre maison. Elle portait cette robe de soie noire, les cheveux coiffés comme pour nos dîners d'anniversaire. Mais elle n'était pas seule. L'homme à côté d'elle était grand, les cheveux noirs, dans un costume cher qui coûtait plus que mon hypothèque mensuelle. Sa main reposait sur le dos d'Émilie. Intime, possessive, familière. Il ressemblait à un couple. Thomas Hartwell, a dit Frank, en faisant glisser une autre photo. Vice-président chez Morrison & Associates, le supérieur direct d'Émilie. Les photos suivantes étaient plus dures. Émilie et Thomas dans le bar de l'hôtel, penchés l'un vers l'autre au-dessus de leur verre, marchant ensemble vers les ascenseurs. Le dernier cliché, pris à travers une fenêtre, des silhouettes s'enlaçant dans la chambre 409. Ma vision s'est brouillée. Mon whisky est resté intact alors que la nausée montait en moi. C'était réel. La femme que j'avais aimée pendant 20 ans était intime avec son patron pendant que j'attendais à la maison comme un chien fidèle. Depuis combien de temps? Ma voix semblait étrangère. D'après les dossiers, 18 mois. Ça a commencé environ 6 mois après sa promotion. 18 mois, 1 an et demi de mensonges, de faux voyages, d'amour de façade quand elle prenait la peine. J'ai pensé aux nuits passées à me demander ce qui n'allait pas avec moi, pourquoi ma femme ne voulait plus de moi. Il s'est avéré qu'elle voulait quelqu'un, mais pas moi. Frank a fait glisser une autre photo. Thomas avec son bras autour d'une femme blonde et de 2 enfants, peut-être 8 et 10 ans. Une photo de famille parfaite. Sa femme, Ava, a dit Frank, mère au foyer. Mariée depuis 15 ans, comme vous. Ce sont leurs enfants, Michael et Sarah. L'ampleur de la trahison m'a frappé comme un coup de massue. Ce n'était pas seulement mon mariage. Émilie et Thomas avaient détruit 2 familles, traumatisé des enfants qui ne savaient pas que leur monde était sur le point d'exploser. Ava Hartwell était quelque part en train de préparer le dîner, d'aider aux devoirs, ignorant que son mari menait une double vie. Il y a plus, a dit Frank en faisant glisser des documents. Reçu d'hôtel, note de restaurant, achat de bijoux. Votre femme a tout facturé à l'entreprise en les déclarant comme des dépenses professionnelles. C'est de la fraude. Je fixais les preuves, luttant pour traiter l'ampleur de la tromperie. Ce n'était pas une faiblesse ou une erreur ponctuelle. C'était une trahison calculée et méthodique, exigeant planification, mensonge et un mépris total pour tous ceux qu'il blessait. Que voulez-vous faire? A demandé Frank. L'homme que j'étais une semaine plus tôt aurait voulu sauver son mariage, envisager une thérapie, le pardon, surmonter la douleur ensemble. Mais cet homme était mort. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, de plus froid, de plus calculateur, quelqu'un qui comprenait qu'Émilie avait choisi Thomas il y a 18 mois et que chaque jour depuis n'avait été que mensonge. J'ai besoin de l'adresse d'Ava Hartwell, ai-je dit. Frank a haussé un sourcil. Vous prévoyez de lui dire? Je prévois de travailler avec elle. Ils ont détruit 2 familles. Ils devraient en subir les conséquences de la part des 2, ai-je répondu. Frank a hoché la tête, une compréhension passant entre nous.
Il avait déjà vu cette transformation, lorsque les conjoints trahissaient d'être des victimes pour devenir des stratèges. Je vous obtiendrai tout ce dont vous avez besoin, a-t-il dit. Mais James, la vengeance est dangereuse. Une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière. J'ai regardé les photographies éparpillées sur la table. Preuve de la traîtrise d'Emily, de la tromperie de Thomas, photos d'enfants innocents sur le point de perdre leur père. Le jeu avait déjà commencé. Emily et Thomas jouaient depuis 18 mois, gagnant parce que je ne savais pas que j'y participais. Maintenant, les règles changeaient. J'ai payé Frank, rassemblé les preuves et suis rentré dans notre maison vide. La tasse de café d'Emily était dans l'évier, les taches de rouge à lèvres comme des signatures sur une confession. J'ai regardé notre cuisine, les photos sur le réfrigérateur, les souvenirs de vacances, la vie que nous avions construite, et n'ai ressenti qu'une froide détermination. Demain, je rendrai visite à la femme de Thomas et lui proposerai une alliance qui donnerait aux deux infidèles exactement ce qu'ils méritaient. Le mari parfait était mort. À sa place se tenait quelqu'un de plus dangereux, un homme n'ayant plus rien à protéger et tout à venger. Ava Hartwell vivait dans une demeure coloniale à Riverside Estate, où les Range Rover et les pelouses parfaites étaient obligatoires. Je suis resté assis dehors pendant 20 minutes, la regardant se déplacer à travers les fenêtres comme un fantôme hantant sa propre vie. Elle préparait le dîner, aidait les enfants avec leurs devoirs, jouant la femme dévouée pendant que son mari détruisait leur famille, tout comme je l'avais fait pendant 18 mois. J'ai finalement sonné à la porte à 19h30, après que le dîner ait été débarrassé et que les voix des enfants se soient déplacées à l'étage. Ava a ouvert en pantalon de yoga et pull ample, les cheveux blonds en un chignon désordonné. Elle était belle d'une manière discrète, naturellement élégante. « Puis-je vous aider ?» La lassitude s'est glissée dans sa voix alors qu'elle examinait mes vêtements de travail et mon expression sérieuse. « Madame Hartwell, je suis James Mitchell. Je pense que nous devons parler de nos conjoints. » La couleur a quitté son visage. Un instant, j'ai cru qu'elle allait claquer la porte, mais quelque chose dans mon ton l'a convaincue que je n'étais pas une menace. Elle a reculé, me faisant signe d'entrer avec des mouvements mécaniques. Son salon était digne d'un magazine. Canapé crème, fleurs fraîches, photos encadrées de vacances en famille, le rêve américain bâti sur des mensonges. « Vous êtes le mari d'Emily » a-t-elle dit. « Vous savez pour elle » ai-je demandé. Ava s'est affaissée dans un fauteuil, les mains jointes comme en prière. Pas son nom. Mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Thomas est différent. Distant. Il travaille tard. Des voyages d'affaires qui n'ont pas de sens. Des frais de carte de crédit qu'il ne peut pas expliquer. Elle a levé les yeux, le regard hanté. Depuis combien de temps le savez-vous? Une semaine. Et vous, ai-je demandé. Je soupçonne depuis des mois mais je n'arrêtais pas de me dire que j'étais paranoïaque, que les bonnes épouses font confiance à leur mari. Son rire était amer. Quelle idiote j'ai été. J'ai sorti l'enveloppe Kraft et l'ai posée entre nous. Vous n'étiez pas idiote. Vous étiez loyal. Il comptait là-dessus. Ava a fixé l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Ce sont des preuves. Photos, reçues, relevées. Tout ce que vous avez besoin de savoir et plus que vous ne voudriez savoir, ai-je répondu. Elle l'a ouverte avec des mains tremblantes, passant par le choc, la rage et une douleur dévastatrice. Quand elle a atteint la photo de Thomas et Emily s'embrassant devant l'autel, un son s'est échappé d'elle, mi-sanglot, mi-grognement. 18 mois, a-t-elle murmuré en lisant le rapport de Frank. Notre anniversaire était dans cette période. Noël avec les enfants. Le spectacle de danse de Sarah qu'il disait si important. Elle a levé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Il était avec elle quand Sarah a remporté la première place au concours de sciences. Je l'ai appelé pour lui annoncer la nouvelle, et il était probablement avec votre femme. La douleur brute dans sa voix a déclenché quelque chose de protecteur en moi. Cette femme avait été trahie aussi complètement que moi, et elle avait des enfants à considérer. Emily et Thomas n'avaient pas seulement détruit des mariages, ils avaient traumatisé des innocents. Que voulez-vous faire à ce sujet, ai-je demandé. Ava a essuyé ses larmes, et quand elle m'a regardé à nouveau, la femme vulnérable avait disparu. À sa place se tenait quelqu'un de plus dur, concentré, avec une volonté d'acier qui vient quand toutes les illusions sont dépouillées. Je veux les détruire, a-t-elle dit simplement. Tous les deux, complètement. Bien. Moi aussi, ai-je répondu.
Nous avons planifié. Ava avait un diplôme en commerce et un esprit comme un piège d'acier. Elle avait géré les finances de Thomas, coordonné son emploi du temps, suivi ses obligations. Elle connaissait ses faiblesses mieux que personne. Il est en lice pour devenir associé l'année prochaine, a-t-elle dit en prenant des notes. Morrison & Associates a une clause de moralité stricte. Si le conseil d'administration découvre qu'il a une liaison avec une subordonnée et utilise les ressources de l'entreprise, il sera licencié immédiatement. Emily a déclaré ses séjours à l'hôtel comme des dépenses professionnelles, ai-je ajouté. Fraude d'entreprise. Les RH enquêteront. Mieux que ça, a dit Ava, un sourire aussi tranchant qu'une lame. J'ai les mots de passe de l'ordinateur de Thomas. Je peux accéder à ses emails, son calendrier, tout. Si nous coordonnons cela correctement, nous pouvons les frapper simultanément sous plusieurs angles. Nous avons passé une autre heure à régler les détails. Ava contacterait les RH et la ligne d'éthique avec les preuves. Je m'occuperai des aspects juridiques, en demandant le divorce et en gelant les avoirs d'Emily. Nous nous coordonnerions avec les avocats pour maximiser les dommages financiers. Mais la partie la plus importante était la confrontation elle-même. Ils ont rendez-vous au Marriott demain soir, ai-je dit, en consultant les notes de Frank. Chambre 409, la même chambre qu'ils utilisent depuis des mois. Je veux être là quand nous leur dirons, a dit Ava. Je veux voir leur visage quand ils réaliseront que leur fantasme est terminé. Ce ne sera pas joli, ai-je répondu. Tant mieux. Ils ont détruit la famille de mes enfants. Ils nous ont humiliés pendant que nous attendions à la maison comme des imbéciles. Le joli n'est plus une option. J'ai étudié cette femme qui était devenue mon allié en une soirée. Il y a 3 heures, nous étions des étrangers. Maintenant, nous étions partenaires dans la mission de notre vie. Il y a autre chose, a dit Ava, hésitant pour la première fois. Après-demain, après que nous les ayons confrontés et déposé les papiers, je veux aussi des conséquences sociales. Thomas a des amis, des collègues, des gens qui le respectent. Emily a probablement la même chose. Que suggérez-vous, ai-je demandé. Leur réputation professionnelle devrait refléter leur caractère personnel. Des infidèles, des menteurs, des gens qui volent leurs entreprises et détruisent des familles. C'est ce qu'ils sont vraiment. Leur communauté devrait le savoir. Je comprenais. Il ne s'agissait pas seulement de divorce et de règlement. Il s'agissait d'une destruction complète, à la mesure de la trahison. La politique de la terre brûlée, ai-je dit. La politique de la terre brûlée, a-t-elle acquiescé. Nous nous sommes serrés la main. 2 personnes blessées transformées en quelque chose de dangereux. Partenaires, alliés, instruments de justice que nos conjoints infidèles n'avaient jamais vu venir. Demain soir, dans la chambre 409, leur fantasme parfait entrerait en collision avec la réalité, et nous serions là pour le voir brûler. Le couloir du Marriott s'étendait devant nous comme un tunnel menant au jour du jugement. Ava marchait à mes côtés, ses talons claquant contre le marbre au rythme d'un conte à rebours. Elle était élégante dans une robe bleu marine et des perles, l'épouse parfaite livrant une vengeance parfaite. Je portais l'enveloppe Kraft d'une main, les papiers du divorce crépitant dans la poche de ma veste. Frank Peterson avait appelé 1 heure plus tôt, confirmant que nos cibles étaient en position. Emily et Thomas s'étaient enregistrés à 18h30, avaient commandé le service en chambre à 19h15, et n'étaient pas sortis depuis. Leur performance finale atteignait son apogée et ils n'avaient aucune idée que leur public était sur le point de franchir la porte. « Tu es prête pour ça ?» ai-je demandé alors que nous approchions de la chambre 409. Ava a redressé les épaules, se transformant d'épouse nerveuse en reine guerrière en une seule respiration. « Je suis prête depuis 18 mois. Je ne le savais juste pas encore. » J'ai frappé. Pas le petit coup timide du personnel de l'hôtel, mais le coup ferme de quelqu'un qui a un but. Nous avons entendu du remue-ménage à l'intérieur, des voix étouffées, des gens se rendant à la hâte présentable pour des visiteurs inattendus. La porte s'est ouverte pour révéler Emily en peignoir d'hôtel, les cheveux en désordre et les lèvres gonflées d'avoir embrassé un autre homme. Un instant, elle m'a fixé, son cerveau luttant pour comprendre pourquoi son mari se tenait dans un couloir d'hôtel alors qu'il devrait être à la maison, attendant son retour. James. Sa voix était faible, confuse. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis entré sans y être invité, Ava juste derrière moi. La chambre racontait l'histoire que nous connaissions déjà. Des verres de champagne sur la table de chevet, des vêtements éparpillés sur le sol, les draps tordus par la trahison.
Thomas était assis sur le bord du matelas en caleçon et maillot de corps, son costume chair froissé à proximité comme une dignité abandonnée. « Bonjour, chérie », dit Ava à son mari, sa voix douce comme le miel mais empoisonnée. Surprise. La couleur a quitté le visage de Thomas alors qu'il reconnaissait sa femme. Émilie a serré son peignoir plus fort comme si la soie pouvait la protéger de ce qui allait arriver. Pendant 18 mois, ils avaient détenu le pouvoir, gardé les secrets, fait de leurs conjoints des imbéciles. Maintenant, ils étaient assis, exposés et sans défense, pendant que nous tenions toutes les cartes. « Ce n'est pas ce que tu crois », a dit Émilie automatiquement. « Vraiment ? » J'ai sorti les photographies et les ai étalées sur le bureau comme des cartes à jouer. Parce que ça ressemble à ma femme qui fait l'amour à son patron dans des chambres d'hôtel depuis 18 mois tout en le facturant à son entreprise. Thomas a commencé à se lever, mais la voix d'Ava l'a arrêté net. « Assieds-toi, Thomas. Tu voudras être à l'aise pour cette conversation. » L'autorité dans son ton était absolue. C'était la femme qui avait géré sa maison, son emploi du temps, élevé ses enfants pendant qu'il jouait à la maison avec ma femme. Thomas s'est rassis, semblant soudain plus jeune que ses 45 ans. « On peut t'expliquer » a-t-il dit, retrouvant sa voix. « Expliquer quoi » a demandé Ava. « Expliquer comment tu as manqué la réunion parents-professeurs de Sarah parce que tu étais ici. Expliquer comment tu m'as dit que tu étais à Chicago alors que tu étais à 15 minutes de notre maison. Expliquer comment tu as volé dans le fonds d'études de tes enfants pour payer des chambres d'hôtel. » Le visage d'Émilie s'est décomposé alors que l'étendue de nos connaissances devenait claire. Ils avaient été si prudents, si malins, mais ils avaient sous-estimé leurs victimes. Les conjoints loyaux qu'ils avaient considérés comme naïfs étaient devenus enquêteurs, procureurs et bourreaux. « James, s'il te plaît. » Émilie a tendu la main vers moi. « On peut arranger ça. C'était une erreur. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » J'ai sorti les papiers du divorce de ma veste et les ai placés dans sa main tendue. « Tu m'as tellement aimé que tu as eu une liaison avec ton patron pendant 18 mois. Tu m'as tellement aimé que tu as fait de fausses notes de frais. Tu m'as tellement aimé que tu rentrais à la maison et m'embrassais avec son goût sur tes lèvres. » Les papiers tremblaient dans les mains d'Émilie alors qu'elle lisait le langage juridique dissolvant notre mariage. Mon avocat avait été minutieux. Elle n'obtiendrait rien de notre maison, de nos économies ou de mon entreprise. Le contrat de mariage que nous avions signé en tant que jeunes amants servait maintenant de condamnation à mort financière. « Vous ne pouvez pas faire ça », a dit Thomas, se levant malgré l'ordre précédent d'Ava. « C'est privé. C'est entre nous. » Ava a ri, un rire comme du verre brisé. « Privé ? Tu as rendu ça public quand tu as décidé d'être avec la femme d'un autre homme. Tu l'as rendu public quand tu as utilisé les ressources de l'entreprise pour ta liaison. Tu l'as rendu public quand tu as menti à tes enfants sur l'endroit où leur père passait son temps. » Elle a sorti ses propres documents juridiques. « Ce sont aussi des papiers de divorce, Thomas. Mais contrairement à James, je ne suis pas intéressé par une dissolution rapide. Je veux la maison. Je veux la garde de Michael et Sarah. Je veux la moitié de la valeur de ton entreprise, la moitié de tes comptes de retraite. Et une pension alimentaire qui reflète le style de vie que tu as financé pour ta... » Le mot est resté en suspens dans l'air comme une gifle. Émilie a tressailli comme si elle avait été frappée physiquement, et le visage de Thomas est devenu rouge de rage impuissante. « Tu ne peux pas l'appeler comme ça, » a-t-il dit. « Je peux l'appeler comme je veux, » a répondu Ava. Tout comme elle pourra se dire au chômage après que les RH auront fini d'enquêter sur la fraude aux notes de frais. Tout comme tu pourras te dire licencié pour violation de la clause de moralité de l'entreprise. J'ai vu la prise de conscience poindre sur leur visage. Ce n'était pas juste un divorce. Ce n'était pas juste mettre fin à des mariages et diviser des biens. Nous avions déclaré une guerre totale et nous étions venus armés d'armes nucléaires. D'ici lundi matin, ai-je dit, vos deux employeurs auront une documentation complète de votre liaison et de vos irrégularités financières. Vos amis, collègues, réseaux professionnels. Ils sauront tous exactement qui vous êtes vraiment. Nous avons des enfants à qui penser, a dit Thomas désespérément. Tu aurais dû penser à Michael et Sarah il y a 18 mois, a répondu Ava. Tu aurais dû y penser chaque fois que tu as choisi Émilie plutôt que ta famille. Tu aurais dû y penser quand tu as décidé que ta bite était plus importante que leur stabilité. Émilie a commencé à pleurer alors. Pas les larmes élégantes d'une épouse repentante, mais les sanglots laids de quelqu'un dont le monde s'effondrait en temps réel.
Je n'ai rien ressenti en la voyant s'effondrer. La femme que j'avais aimée avait disparu, remplacée par cette étrangère qui avait bâti son bonheur sur mon humiliation. « Qu'est-ce que vous voulez de nous ?» a demandé Thomas. « Rien, ai-je dit. Il n'y a rien que vous puissiez offrir qui arrangerait les choses. Vous avez fait votre choix quand vous avez décidé de trahir vos familles. Maintenant, vous allez vivre avec les conséquences. » Ava a regardé sa montre. « James et moi avons une réservation pour dîner dans 1 heure. Je vous suggère d'utiliser ce temps pour trouver comment vous allez expliquer cela à vos enfants, vos parents, vos amis et vos futurs ex-employeurs. » Nous nous sommes dirigés vers la porte, laissant Emily et Thomas faire face aux décombres de leur choix. Alors que j'atteignais la poignée, Emily a crié une dernière fois, « James, attends, s'il te plaît. » C'était juste du sexe. Ça ne voulait rien dire. Je me suis retourné pour regarder la femme que j'avais promis d'aimer pour toujours, assise, brisée et exposée dans une chambre d'hôtel, représentant tout ce qui n'allait pas dans son caractère. Un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis souvenu des 18 mois de mensonges, des nuits à me demander ce qui n'allait pas avec moi. De la façon dont elle m'embrassait pour me dire au revoir avant chaque voyage d'affaires. « Emily » ai-je dit, ma voix aussi finale qu'une porte qui se ferme. Si ça ne voulait rien dire, alors notre mariage non plus, et toi non plus. Les portes de l'ascenseur se sont refermées sur la chambre 409 et tout ce qu'elle représentait. Demain, Emily et Thomas se réveilleraient dans un monde où leurs mensonges avaient des conséquences et où leurs victimes avaient une voix. La justice avait été rendue, personnelle, complète et absolument dévastatrice. 3 semaines plus tard, Emily et Thomas sont rentrés chez eux pour trouver leur vie systématiquement démantelée. Les affaires d'Emily étaient dans des sacs poubelles sur le trottoir, tandis que Thomas découvrait des avis d'expulsion et des comptes gelés. Nous avions agi vite pendant qu'ils étaient piégés dans leur fantasme hôtelier. Morrison & Associates a agi rapidement après avoir reçu le dossier de preuve d'Ava. Tous deux ont été licenciés dans les 48 heures pour violation de l'éthique et fraude aux notes de frais. L'audit a révélé plus de 30 000 $ de fonds de l'entreprise utilisés pour financer leur liaison. Hôtel, restaurant, bijoux. Thomas achetait Emily avec des cartes de crédit d'entreprise. Le conseil d'administration était furieux, m'a dit Ava autour d'un café. Richard Morrison a dit qu'il n'avait jamais vu un abus aussi flagrant des ressources de l'entreprise. La réputation professionnelle de Thomas a été anéantie. La nouvelle s'est répandue dans leur industrie comme une traînée de poudre. Personne ne voulait embaucher un cadre en qui on ne pouvait pas avoir confiance pour des décisions de base ou l'argent de l'entreprise. Il était passé de vice-président à inemployable en 1 semaine. La vengeance personnelle d'Ava était le chef-d'œuvre. 15 ans en tant que parfaite épouse de dirigeant lui avait donné de nombreuses relations dans leur cercle social. Elle avait utilisé chaque relation pour s'assurer que Thomas subisse des conséquences complètes. J'ai appelé Patricia Whitman hier, a dit Ava, se référant à la femme du président du country club. J'ai mentionné mes préoccupations concernant les irrégularités financières de Thomas affectant les cotisations des membres. C'est drôle comme il révoque rapidement une adhésion quand des questions se posent. Sa stratégie de divorce était tout aussi impitoyable. Thomas perdrait la maison, la garde principale de Michael et Sarah, et ferait face à des pensions alimentaires qui le maintiendraient dans la pauvreté pendant des années. Le juge avait été peu sympathique envers quelqu'un qui avait mis en danger la sécurité de sa famille pour une liaison. La situation d'Emily était tout aussi dévastatrice. Ses parents l'avaient accueillie à contre-cœur, mais leur déception était palpable. Elle avait trouvé un travail dans une entreprise de banlieue pour la moitié de son salaire précédent, sa carrière en ville étant effectivement terminée. Elle a essayé de rappeler. J'ai dit à Ava qu'elle voulait arranger les choses et discuter des finances. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle demandé. « Rien. Mon avocat a envoyé une lettre de mise en demeure. Tout contact ultérieur constitue du harcèlement. Le divorce a été finalisé. Emily n'a rien eu. Pas de maison, pas d'économie, pas de part dans l'entreprise. Notre contrat de mariage servait maintenant de condamnation à mort financière. » Thomas s'en sortait encore plus mal. L'avocat d'Ava a fait valoir que sa liaison représentait une rupture fondamentale du contrat de mariage. Le tribunal a été d'accord, accordant tout à Ava. La maison, la garde, des pensions alimentaires qui suivraient Thomas pendant des décennies. Il retourne vivre chez ses parents dans le Connecticut, a rapporté Ava avec satisfaction. Il ne pouvait plus payer de loyer après avoir perdu son travail. Je n'ai ressenti aucune sympathie.
Ils avaient eu 18 mois pour considérer les conséquences, pour choisir leur famille plutôt que leurs désirs égoïstes. Au lieu de cela, ils avaient choisi la trahison à chaque fois. Frank Peterson est passé avec les dernières mises à jour. Emily travaillait dans la vente au détail à temps partiel pour compléter son revenu réduit. Thomas avait été vu faisant ses courses à l'aube pour éviter d'anciens collègues. Exil social complet, a observé Frank. Personne ne veut s'associer à des gens en qui on ne peut pas avoir confiance. Alors que je parcourais ma maison rénovée ce soir-là, nouvelle peinture, nouveaux meubles, aucune trace de la présence d'Emily, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Une paix véritable. Pas le contentement naïf du mariage, mais la satisfaction méritée de quelqu'un qui s'est battu pour la justice et qui a gagné. Mon téléphone a vibré avec un texto d'Ava. Thomas a appelé au sujet des stratégies de coparentalité. Je lui ai dit que la meilleure chose qu'il pouvait faire pour Michael et Sarah était de suivre l'accord de garde et d'éviter les apparitions publiques qui pourraient les embarrasser davantage. J'ai souri et répondu. Emily a envoyé une autre lettre par l'intermédiaire de ses parents, je l'ai déchiquetée sans la lire. Emily et Thomas avaient pensé qu'ils étaient intouchables. Ils avaient sous-estimé leurs victimes, nous considérant trop faibles ou trop loyaux pour riposter. Ils ont appris le contraire. Certaines trahisons exigent des conséquences complètes. Parfois, la meilleure vengeance est de regarder ses ennemis récolter exactement ce qu'ils ont semé pendant que vous reconstruisez quelque chose de mieux sur les cendres. Le mari parfait était mort. L'épouse parfaite avait disparu. À leur place se trouvaient des gens qui comprenaient exactement ce qu'ils valaient et ce qu'ils ne toléraient pas. La justice servit froide, complète et sans pitié. Elle avait exactement le goût de la liberté. Et c'est ainsi que se termine notre histoire d'aujourd'hui. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez ou a-t-elle pris une tournure que vous n'aviez pas vu venir? Je suis curieux d'entendre vos pensées. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous et lançons la conversation. Si cette histoire vous a tenu en haleine, assurez-vous de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici ou si vous ne vous êtes tout simplement pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur ce bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.